Mon meilleur ami a tenté de m'attaquer et de me tuer parce qu'il a des sentiments pour ma petite amie. Cela fait 5 ans que moi, 27 ans, et Marc, 26 ans, sommes amis depuis l'âge de 16 ans. Nous nous sommes rapprochés en voulant suivre la même carrière. Après des années de lutte et de nombreux refus, ma carrière a enfin décollé au cours de la dernière année, tandis que celle de Marc n'a pas. J'ai passé tellement de temps à essayer de l'aider cette année, en l'encourageant et en essayant de le soutenir. Nous avons même vécu ensemble en colocation de 20 à 23 ans et avons tout partagé, mais il y a environ 6 mois, son attitude envers moi a changé. Il a commencé à faire de moi la cible de ses blagues, à dire des choses rabaissantes et méprisantes. J'étais ou je suis plutôt un gars joyeux et insouciant, donc je ne prenais pas cela trop à cœur, pensant simplement qu'il était un peu jaloux et qu'il traversait une période difficile. J'étais compréhensif de sa situation. Je comprends, c'est un environnement difficile dans lequel on veut travailler, avec beaucoup de refus, surtout en voyant ses amis soudainement réussir là où on a toujours rêvé d'aller. Et puis il y avait mon ex-petite amie Émilie, 26 ans. Je pensais que nous avions la relation parfaite ensemble. 5 ans de relation, une bonne communication, une vie sexuelle satisfaisante. Elle m'a soutenu durant toutes ces années difficiles où j'essayais de me frayer un chemin dans cette carrière. Je partageais beaucoup et adorais tout lui raconter. Nous n'avions aucun secret, et nous étions très honnêtes, du moins je le croyais. J'ai toujours fait des efforts pour garder la relation fraîche et amusante, des soirées en amoureux 1 à 2 fois par semaine, des surprises, des cadeaux, des voyages, essayer de nouvelles choses ensemble comme des cours de cuisine et de danse. J'adorais partager ces expériences avec elle, et je lui montrais qu'elle était la personne la plus importante pour moi. Je pensais recevoir la même chose de sa part. Même quand ma carrière a décollé, j'ai fait en sorte de ne pas la négliger, ni elle ni mes amis. J'ai besoin d'un bon équilibre entre travail et vie personnelle pour me sentir heureux. La semaine dernière, nous étions tous chez nos amis Tom et Cathy, 27 ans tous les deux, qui venaient d'acheter une maison. Nous étions dans leur jardin, en train de boire, avec Bill, 26 ans, et Jane, 27 ans. Nous sommes un groupe d'amis depuis 7 ans. Nous buvions tous, et Marc s'est rapidement saoulé. Toute la soirée, il lançait des piques à mon égard et disait des choses désagréables. Après 6 mois de ce comportement, j'en ai eu assez et les confronté, ce qui a mené à une dispute. J'ai fini par lui dire que tout cela venait probablement de sa jalousie face à mon récent succès et que ce n'était pas ma faute s'il n'avait pas le talent pour y arriver. J'ai aussi mentionné tout ce que j'avais fait pour essayer de l'aider à obtenir des opportunités. Puis, il m'a attaqué. On s'est un peu bousculé, mais il a réussi à me faire tomber, à me donner quelques coups de pied dans les côtes. Ensuite, il a essayé de me piétiner la tête. Heureusement, il ne m'a pas frappé de plein fouet, mais la semelle de sa chaussure a heurté ma joue et a glissé. C'était assez fort pour que mon visage soit encore gonflé aujourd'hui. Il a essayé à nouveau, mais j'ai bougé, et son pied a atterri à quelques centimètres de mon visage. Il aurait pu me briser le crâne, voire pire, me tuer, s'il avait atteint ma tête. Les autres se sont interposés. Je me suis levé et lui ai crié s'il était fou. Il a semblé s'éloigner, mais il a ramassé une planche en bois où Tom et Cathy étaient en train de refaire la clôture et de construire un abri dans le jardin. Il a de nouveau tenté de m'attaquer, balançant la planche vers ma tête. J'ai esquivé et mis mon bras en l'air, donc il a frappé assez fort mon coude. Encore une fois, il aurait pu me tuer. 2 fois en l'espace de quelques secondes, il a presque réussi. Jane a failli être touchée également. C'est là que tout a basculé, et Tom et Bill l'ont frappé assez violemment. Les filles ont réussi à les faire lâcher Marc, mais il y avait beaucoup de sang sur son visage, bien qu'il ne soit pas inconscient. Cathy a fini par l'emmener à l'hôpital et est revenue le lendemain matin. Marc avait le nez cassé et une légère commotion cérébrale, et elle l'a déposé chez ses parents. Elle a dit que Marc ne lui avait pas vraiment parlé, ne s'était pas expliqué ni excusé. Aucun de nous n'a vraiment dormi cette nuit-là, et honnêtement, après cela, tout est un peu flou pour moi, probablement à cause d'un mélange d'alcool, de choc et d'adrénaline. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas mentionné Émilie pendant un moment. Nous étions tous assis, et Tom a dit quelque chose du genre que Marc méritait pire qu'un nez cassé pour avoir essayé de me tuer 2 fois et avoir failli blesser Jane. C'est là qu'Émilie, qui était restée silencieuse, a soudainement explosé et a défendu Marc, disant qu'il ne méritait rien de tout cela et qu'il traversait juste une période difficile. Tom et Émilie ont failli se disputer violemment avant qu'Émilie ne parte en furie. Je l'ai suivie, pensant que nous étions tous sous le choc et privés de sommeil, et j'avais l'intention de la réconforter. Je l'ai trouvée dans la chambre d'amis en train de pleurer. Je lui ai dit que je comprenais, que nous étions tous sous le choc, et que peut-être nous devrions juste essayer de dormir. Elle ne m'a même pas regardé. Soudain,
j'ai réalisé que la veille, Marc et Émilie étaient assis l'un à côté de l'autre. Ce n'était pas la première fois. Quand Marc criait sur moi, Émilie était à ses côtés, agrippée à son bras, lui demandant de sortir et de se calmer. Elle parlait à Marc, pas à moi. Après que Marc m'ait frappé et piétiné, elle était toujours concentrée sur lui, essayant de le calmer, tandis que j'étais allongé au sol, souffrant. Elle ne s'est même pas préoccupée de moi pendant que les autres battaient Marc. Elle était hystérique, essayant de les arrêter. Je ne me souviens même pas qu'elle m'ait demandé une seule fois si j'allais bien durant toute la nuit. Alors je lui ai demandé, « Est-ce que tu me trompes avec Marc ?» Elle a éclaté en sanglots hystériques, répétant qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin. J'ai eu ma réponse. Je me suis mis à crier, lui demandant ce qui se passait et comment elle avait pu me faire ça. Les autres sont entrés dans la pièce, et les gars m'ont emmené dans une autre pièce pour essayer de me calmer. Jane et Cathy ont fini par conduire Émilie chez ses parents. Jane est restée avec elle, car ils étaient inquiets pour elle durant tout le trajet. Elle pleurait tellement qu'elle ne pouvait plus parler. Une fois arrivée chez ses parents, Jane et le père d'Émilie ont dû l'aider à monter les escaliers et à la mettre au lit, car elle était à peine capable de tenir debout, toujours en état d'hystérie. La seule chose qu'elle arrivait à dire ou à crier, selon eux, était qu'elle avait tout gâché. Jane est restée parce que ses parents étaient très inquiets, ne l'ayant jamais vue dans cet état. Jane et Cathy ont raconté à ses parents ce qui s'était passé entre Marc et moi, et il semblait que tout cela venait de l'affaire entre Marc et Émilie. 5 jours se sont écoulés. J'étais dans une telle douleur physique et émotionnelle, tellement en colère et confus. Mon coude est fracturé, j'ai quelques côtes contusionnées, et mon visage est encore enflé du côté droit. Cette nuit tourne en boucle dans ma tête. J'ai envoyé quelques messages à Émilie pour demander des explications, mais elle n'a pas répondu. Ce matin, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Dieu merci, mes anciens beaux-parents sont des gens formidables. Ils ont toujours été très gentils avec moi et m'ont beaucoup aidé ces dernières années. Ma belle-mère s'est excusée pour sa fille et a fait preuve de beaucoup de compréhension. Ensuite, elle m'a dit qu'Émilie voulait me voir et parler, et si je pouvais venir chez eux, ce que j'ai accepté. Je suis arrivé, et ils m'ont dit qu'ils allaient sortir et m'attendre dans leur voiture pour nous laisser de l'espace, mais qu'ils ne voulaient pas quitter les lieux à cause de l'état dans lequel se trouvait Émilie. Je suis entré, et quand j'ai vu Émilie, c'était un tourbillon d'émotions, de la colère, de l'amertume, puis j'ai ressenti de la peine pour elle et j'ai juste voulu la prendre dans mes bras. Elle avait l'air horrible, comme une patiente en hôpital psychiatrique, comme si elle n'avait ni mangé, ni pris de douche, ni dormi depuis cette nuit. J'ai eu tellement de mal à ne pas courir vers elle et la prendre dans mes bras. Alors je me suis simplement assis en face d'elle. Elle m'a dit que je pouvais lui poser toutes les questions que je voulais et qu'elle serait honnête. Elle n'arrêtait pas de répéter à quel point elle était désolée et qu'elle avait gâché la vie de tout le monde. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, car cette histoire est déjà assez longue, mais en gros, il y a 1 an, Marc lui a avoué qu'il était amoureux d'elle et a été très insistant depuis. Elle a dit qu'elle avait été claire que ce n'était pas réciproque. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'en avait pas parlé. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas ruiner notre amitié et qu'elle voulait arranger les choses par elle-même. Puis, ces derniers mois, il est devenu plus agressif, lui demandant de me quitter pour lui. Je lui ai demandé si quelque chose s'était passé entre eux. Elle m'a dit qu'ils s'étaient embrassés 2 fois et que c'est Marc qui avait pris l'initiative à chaque fois, mais qu'elle avait arrêté les choses, et qu'une fois, ils s'étaient blottis ensemble en regardant un film, mais que Marc avait essayé d'aller plus loin en voulant avoir des relations sexuelles. Elle a refusé et avait établi des limites claires. Je lui ai demandé pourquoi elle continuait à le voir seul s'il essayait constamment de l'embrasser et de la séduire. Elle a répondu qu'il promettait à chaque fois qu'il ne recommencerait pas. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas coupé les ponts, pourquoi elle continuait à répondre à ses messages, à le rencontrer, lui donnant de faux espoirs et le laissant s'accrocher. Elle m'a dit quelque chose d'étrange, qu'elle avait pitié de lui, qu'elle se sentait protectrice envers lui, comme s'il était son petit frère et qu'elle avait besoin de l'aider à surmonter ses sentiments pour elle. J'ai demandé si elle était stupide et si elle disait la vérité. Tout ce qu'elle avait fait, c'était de maintenir ses espoirs et ses sentiments en vie en lui accordant autant d'attention. Elle s'est remise à pleurer et à insister sur le fait qu'elle avait une relation de type frère-sœur avec lui et qu'elle voulait juste tout arranger, mais qu'il devenait de plus en plus persistant et qu'il commençait à dire des choses méchantes sur moi, disant que je ne la méritais pas. Elle a dit qu'elle regrettait tout, qu'elle avait été stupide et qu'elle avait tout gâché, mais qu'elle avait essayé de bien faire sans réaliser qu'elle empirait les choses. Je lui ai alors demandé si elle avait eu des contacts avec lui depuis cette fameuse nuit, et elle a fait une pause maladroite avant d'éclater en sanglots et de dire « oui ». Cela m'a complètement détruit. Cet homme avait essayé de me tuer, et pendant 5 jours, j'attendais qu'elle me réponde, seulement pour recevoir un appel de sa mère à sa place. Et pendant ce temps,
elle lui envoyait des messages. Je ne pouvais pas répondre. J'avais juste envie de la blesser, pas physiquement, mais émotionnellement, alors j'ai décidé de me lever et de partir. Elle m'a suivi, en suppliant, me proposant de me montrer les messages en disant qu'elle voulait juste vérifier s'il allait bien, puis lui dire que c'était fini et qu'il devait arrêter de la contacter. Mais pour moi, elle avait déjà fait son choix. J'étais dans la pire douleur de ma vie ces 5 derniers jours à cause d'eux, et elle a quand même choisi de continuer à lui parler pendant que j'étais tout seul. Je suis sorti, et elle m'a suivi en suppliant. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé après, mais ses parents sont sortis de la voiture et m'ont demandé si tout allait bien. J'ai craqué. J'ai crié que leur fille, 7 S astérisque 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 astérisque, avait ruiné ma vie, qu'elle avait choisi l'homme qui avait essayé de m'écraser le visage plutôt que moi. J'étais tellement en colère que je ne pouvais même plus conduire, alors je suis parti en marchant. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché, mais mon ex-beau-père est arrivé en voiture et m'a dit de monter, ce que j'ai fait. Je m'attendais à ce qu'il crie ou me fasse des reproches, mais, par chance, il s'est contenté de me conduire chez moi. Nous n'avons pas parlé pendant tout le trajet, mais quand il s'est arrêté devant chez moi, il a posé sa main sur mon épaule. Je n'arrivais même pas à le regarder dans les yeux après ce que j'avais dit à eux. Émilie m'a ensuite envoyé une capture d'écran de leur message, qui semblait confirmer ce qu'elle m'avait dit. Elle voulait juste s'assurer qu'il allait bien, puis lui dire de cesser de la contacter. Elle a également envoyé d'autres captures d'écran de leur précédente conversation, principalement d'elle lui demandant d'arrêter, lui disant qu'elle n'avait pas de sentiments pour lui, et rejetant ses avances. Mais comme il parlait depuis plus d'1 an, je suppose qu'elle pourrait avoir sélectionné les parties de la conversation qui lui convenaient et avoir laissé de côté d'autres messages. Je n'ai pas encore répondu, et je ne pense pas que je le ferai. Je vais la bloquer, mais pour une raison quelconque, je ne peux pas encore le faire. Maintenant, je suis ici, essayant simplement de tout évacuer. Je me sens tellement trahi, en colère et horrible. J'ai envie de faire du mal à Émilie et à Marc, pas physiquement, mais émotionnellement, pour qu'ils ressentent la douleur que je ressens. Et je sais que ce n'est pas sain de penser ainsi ou de vouloir cela, alors j'espère qu'écrire tout cela, même si personne ne lit, m'aidera à commencer à traiter ce qui s'est passé. Comment ma vie est passée d'un sentiment de perfection à l'impression que je ne me sentirai plus jamais bien? Je ressens comme si cette douleur ne partira jamais. Comment quelqu'un peut-il se remettre de ça? J'ai l'impression d'avoir tout perdu, les personnes que j'aimais de tout mon cœur. Maintenant, je ne ressens plus que de la haine à leur égard. Je sais qu'Émilie a dit qu'elle n'avait pas trompé, qu'ils n'avaient pas eu de relation sexuelle, mais je doute de cela, car je ne suis pas stupide. Même s'ils n'ont pas couché ensemble, elle m'a quand même trahi à tant de niveaux, tout comme Marc. Je ne pense pas que je les pardonnerai un jour. Je ne crois pas que je pourrai un jour être dans un état où je considérerai même la possibilité de leur pardonner. Alors, à ceux qui ont déjà vécu une trahison comme celle-ci, de la part de partenaires ou d'amis, ou des deux, quel est mon prochain pas? Comment puis-je commencer à arrêter de penser à tout cela et essayer de recommencer à vivre ma vie? Mise à jour, je n'ai pas ressenti le besoin de faire une mise à jour jusqu'à présent, mais maintenant j'ai besoin de conseils ou juste d'une assurance sur ce que je devrais faire. Comme beaucoup d'entre vous l'ont demandé, je vais essayer de mettre à jour la situation, mais entrer dans trop de détails rendrait cela bien trop long. La situation sur laquelle j'ai besoin de conseils se trouve dans les derniers paragraphes. Désolé pour la longueur, encore une fois. Ce n'était pas mon intention, mais une fois que j'ai commencé à écrire, j'ai ressenti ce besoin de tout sortir de mon esprit. Concernant Marc, tout le monde m'a dit de porter plainte. Je ne sais pas, peut-être que beaucoup d'entre vous sont américains et croient trop en un système judiciaire où on regardait trop de séries sur des avocats. Cela ne fonctionne pas comme ça, du moins pas dans mon pays. J'ai consulté 2 avocats, et le résultat a été que je pourrais porter plainte, mais il est peu probable qu'il aille en prison. Le résultat le plus probable est qu'il devra payer les frais du procès et me verser une indemnité. Cela pourrait être une grosse somme ou une petite somme, car je n'ai pas été gravement blessé et il n'y a pas de séquelles à long terme. Mes amis pourraient témoigner de la gravité de son attaque, mais le juge statuera probablement en fonction des dommages causés. Il pourrait avoir une probation, mais pas de peine de prison. Donc oui, je pourrais peut-être le ruiner financièrement, mais ensuite il pourrait porter plainte contre Tom et Bill, et il y a de plus grandes chances qu'ils en sortent plus mal que Marc dans cette affaire, car ils lui ont cassé le nez et lui ont causé une commotion cérébrale. Avec un bon avocat, il pourrait faire valoir qu'il en a subi des effets physiques durables. Cela pourrait donc prendre des mois, voire des années à gérer, et je veux simplement que tout cela se termine. Sa réputation en a déjà souffert. Il a perdu quelques amis, certains ont dit qu'il resterait neutre. Son frère aîné m'a dit que lui et ses parents ont exprimé leur déception à son égard, mais il ne le désavoue pas. Par contre,
sa petite sœur l'a très mal pris. Elle plaisantait en disant qu'elle me considérait comme son grand frère, toujours à ses dépens, mais de manière légère, pas cruelle. Elle admirait également beaucoup Émilie, donc elle l'a très mal pris et a refusé de parler à Marc. Il m'a envoyé une longue lettre d'excuses, mais il n'a jamais mentionné Émilie. Il a seulement parlé de son comportement envers moi et de l'agression. C'était sincère, mais pas très émotif. Il a reconnu certaines choses, mais a blâmé d'autres aspects sur sa santé mentale. Je n'ai pas répondu et je ne le ferai pas. Jane et Cathy, certains d'entre vous, après avoir lu que Jane et Cathy savaient que Marc pourrait avoir été violent envers Émilie, m'ont dit qu'elles en savaient peut-être plus qu'elles ne le laissaient croire ou qu'elles soutenaient Émilie en silence. Alors, j'ai fait semblant d'être naïf en leur disant que je ne pouvais pas croire que je n'avais pas vu les signes. Je leur ai demandé si elles avaient vu des signes. Et oui, elles savaient que Marc avait embrassé Émilie, mais elles prétendaient ne pas connaître toute l'étendue de la situation. Elles savaient seulement que Marc et Émilie passaient du temps ensemble, et qu'Émilie leur avait dit qu'il l'avait embrassée, mais qu'elle avait réglé le problème. Je ne les croyais pas vraiment quand elles disaient que c'était tout ce qu'elles savaient. Jane est devenue très défensive quand je l'ai confrontée à ce sujet. Cela a eu un effet domino, car Tom s'est énervé contre elle pour avoir gardé ce secret et a commencé à se demander ce qu'elle pourrait encore lui cacher. Dans son esprit, si elle pouvait cacher un secret comme celui-là, qu'est-ce qu'elle pourrait encore lui cacher? Cela a donc mis de la tension dans leur relation. Je reste en dehors de cela, mais j'ai dit à Tom de ne pas se mettre en colère contre elle à cause de moi. Cathy est venue chez moi et m'a demandé à parler. Elle m'a dit qu'elle ne savait vraiment pas ce qui se passait. Elle avait seulement surpris une conversation entre Émilie et Jane au sujet du baiser, et elles avaient minimisé l'incident. Plus tard, lorsqu'elle a demandé à Jane, celle-ci lui a dit qu'Émilie avait réglé la situation et qu'elle pensait qu'Émilie m'avait déjà parlé de tout cela. Cathy jurait qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait d'autre. Je la crois. Elle semblait très sincère et désolée, contrairement à Jane. Je ne déteste pas Jane, je ne lui en veux pas, mais je suis déçu et frustré, alors j'ai pris mes distances avec elle. Cela a légèrement affecté mon amitié avec Tom, car j'ai traîné avec d'autres personnes à la place. Émilie, alors, par où commencer? Beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de couper tout contact, mais je savais que cela me rendrait fou de ne pas pouvoir tout évacuer, de ne pas avoir de réponse sur ce qui s'était vraiment passé. Quelqu'un m'a envoyé un message en disant qu'il avait grandi en affrontant ses problèmes en face, et cela m'a plus parlé que de couper le contact. Bien que j'avais prévu de couper les ponts après l'avoir revu une dernière fois. J'avais également besoin de m'excuser auprès de ses parents et de récupérer ma voiture, qui était toujours chez eux. Donc, 4 jours après cet incident, je les ai appelés pour leur demander si je pouvais passer les voir, parler avec eux, et s'ils pouvaient me laisser discuter avec Émilie une dernière fois. Ils étaient en fait soulagés. Une partie de moi pense qu'ils croyaient que j'allais la pardonner ou quelque chose du genre. Je suis allé chez eux, nous avons discuté. Je me suis excusé. Ils m'ont dit qu'ils étaient déçus et choqués par les choses blessantes que j'avais dites, mais qu'ils comprenaient que je traversais beaucoup d'émotions et que j'étais dans un mauvais état. Ensuite, nous nous sommes pris dans les bras. Puis ils sont sortis de la maison, et je suis allé dans le salon où Émilie m'attendait. Elle s'est approchée de moi avec le visage le plus triste que j'ai jamais vu et m'a demandé un câlin. J'ai dit non et lui ai demandé de s'asseoir pour parler. Je lui ai demandé de tout me dire à nouveau, et de me dire si Marc l'avait en quelque sorte maltraité, comme Jane et Cathy l'avaient sous-entendu. Elle m'a donné la même version que la dernière fois, mais avec quelques ajouts. Elle a dit qu'à l'époque, elle ne se rendait pas complètement compte de ce qui se passait. Elle avait l'impression que c'était sa responsabilité de régler la situation, mais la raison pour laquelle elle ne pouvait pas le faire ou ne pouvait pas tout m'avouer, c'était à cause de Marc. Il l'avait menacé de tout me raconter lui-même, qu'ils s'étaient embrassés, qu'ils étaient amoureux, qu'elle me trompait. Quand elle a essayé de couper le contact avec lui, il lui a dit ces choses, qu'elle allait ruiner notre relation et mon amitié avec lui, que je le croirais lui et non elle. Elle se sentait donc piégée et essayait de gérer cela seule. Je lui ai demandé s'il l'avait physiquement maltraitée. Elle a hésité un instant et a dit, pas vraiment, mais à 2 occasions, il l'avait blessée. Pas gravement, mais assez pour lui faire mal. Une fois, lors d'un événement auquel nous étions tous ensemble, il l'avait isolée et lui avait demandé si elle ne l'aimait vraiment pas. Elle lui avait dit non et de ne pas faire cela là-bas, puis avait essayé de s'éloigner, mais il lui avait attrapé les poignets et refusait de la lâcher, la tirant plus près de lui et lui faisant mal aux poignets. Je me souviens de cette soirée, et je me souviens qu'à un moment donné, Émilie était devenue silencieuse et distraite, mais elle m'avait dit qu'elle était simplement fatiguée. La deuxième fois, c'était similaire. Ils étaient seuls, et il lui avait attrapé le bras et l'avait serré assez fort pour lui laisser des ecchymoses. Mais je ne me souviens pas avoir vu de bleu sur elle.
je les aurais remarqués et lui aurais posé des questions. Peut-être qu'elle les avait cachés. Je lui ai également demandé s'il n'y avait vraiment rien de sexuel entre eux, car ses intentions étaient évidentes. Pourquoi continuer à se mettre dans cette situation? Elle m'a simplement répondu qu'elle ne savait pas, qu'elle avait été stupide, mais qu'ils n'avaient jamais couché ensemble. Je lui ai aussi demandé pourquoi il avait tant de pouvoir sur elle, à tel point qu'elle ne pouvait pas m'en parler pendant un an. Pourquoi pensait-elle que je croirais ses paroles à lui plutôt que les siennes? Encore une fois, elle m'a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle avait juste enchaîné les erreurs. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait ignoré après que Marc m'ait attaqué, mais qu'elle s'était inquiétée pour lui. Elle a commencé à pleurer à nouveau, répétant qu'elle ne savait pas pourquoi. Elle pensait que notre relation était plus forte que cela et que nous pourrions nous en sortir, mais qu'elle s'inquiétait de ce que Marc pourrait faire. Je lui ai dit que c'était ce qui m'avait le plus blessé, elle s'était inquiétée pour lui, et non pour moi. À mes yeux, elle avait choisi Marc, même si elle a nié cela. Ensuite, je lui ai expliqué à quel point elle et Marc m'avaient blessé. Toute la confiance avait disparu, et je lui ai dit que nous étions finis. Je ne voulais plus de contact avec elle ou avec lui. Elle m'a demandé s'il y avait une chance, dans le futur, que nous puissions être à nouveau en contact. J'ai répondu que non. Mais cela me rongeait encore, car il y avait tellement de doutes dans son histoire. Alors, j'ai contacté Sarah, 27 ans, la meilleure amie d'Emily, et je lui ai dit que j'étais complètement détruit, que j'avais l'impression que personne autour de moi ne me disait la vérité. Je l'ai supplié d'être honnête avec moi. À ma grande surprise, elle a répondu. Il semble qu'elle en savait beaucoup, mais qu'Emily l'avait tenue à l'écart de certaines choses. Elle savait pour Marc. Elle avait dit à Emily d'arrêter de lui parler et de tout me dire sur son comportement. Elle savait qu'ils s'étaient embrassés, et qu'Emily l'avait regretté et avait mis fin à ces moments. Sarah m'a également dit qu'au début, Emily se sentait valorisée. Elle aimait la dynamique de notre relation où je dépendais de son soutien, surtout quand ma carrière stagnait. Elle aimait jouer ce rôle de soutien, celle qui me remontait le moral. Mais quand ma carrière a décollé, elle a senti que cette dynamique avait disparu. Avec Marc, elle retrouvait ce rôle de soutien et se sentait de nouveau valorisée. J'étais abasourdi. Sarah aussi était choquée quand Emily lui avait raconté cela. Je lui ai demandé si Emily avait été attirée sexuellement par Marc. Sarah m'a répondu qu'Emily ne lui en avait jamais parlé directement, mais qu'elle soupçonnait que cela avait aussi joué un rôle. Depuis lors, Sarah m'envoie des messages tous les jours. Au début, elle demandait simplement comment je me sentais ou comment s'était passée ma journée. Puis, elle a commencé à m'envoyer des mèmes, certains un peu suggestifs. Mais je n'ai aucun intérêt pour une relation avec elle, donc je vais devoir clarifier les choses pour éviter tout malentendu. Je suis encore en train d'essayer de comprendre tout cela et d'aller de l'avant. Puis, il y a environ 8 à 9 jours, j'ai reçu un message d'Emily. Je l'avais bloquée sur toutes les applications et réseaux sociaux, car c'était notre principal mode de communication. Mais j'avais oublié que nous pouvions encore nous contacter par téléphone. Elle m'a simplement demandé comment j'allais, suivi d'un autre message où elle disait qu'elle avait souri et ri pour la première fois depuis longtemps en regardant une vieille photo de moi à la télévision. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi et qu'elle avait hâte de voir ma carrière évoluer. Je travaille dans l'industrie du divertissement, et mon premier grand rôle l'année dernière était derrière la caméra. Cela m'a permis d'obtenir un rôle devant la caméra dans une petite émission qui commence à avoir un peu de popularité. Je ne suis pas célèbre, mais c'est un début. J'ai commis l'erreur de répondre à son message, et nous avons discuté pendant 2 jours, mais pas de notre relation. Nous avons parlé de questions politiques du pays. J'ai gardé mes distances, ne répondant à ses messages que lorsque je me sentais prêt. Puis, elle m'a demandé si je pouvais lui pardonner et lui permettre d'être à nouveau dans ma vie, même un tout petit peu. J'ai répondu que j'avais besoin de plus de temps, mais que c'était peu probable. Je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer ainsi pour préserver ma santé mentale, lui ai dit au revoir et l'ai bloqué à nouveau. Je pensais que c'était terminé, mais vendredi dernier, vers minuit, quelqu'un a frappé à ma porte, et c'était Emily, complètement trempée par la pluie. C'était comme une scène sortie d'un film. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là. Elle m'a dit qu'elle était sortie boire avec des amis et qu'elle voulait me voir, mais qu'elle avait eu peur dès qu'elle était sortie du taxi et avait attendu dehors pendant 10 minutes avant de se rendre compte qu'il faisait trop froid pour attendre un autre taxi. Je l'ai donc laissée entrer, je lui ai donné un vieux pantalon de survêtement, un t-shirt et un sweat à capuche à moi, et je lui ai donné un sac pour mettre ses vêtements mouillés. Elle m'a raconté que ses copines l'avaient convaincue de sortir pour une soirée entre filles, même si elle ne se sentait pas prête. Elles ont bu, et elle a commandé son cocktail préféré, celui qu'elle buvait toujours quand nous sortions ensemble. C'était un rituel pour nous de nous envoyer des messages toute la nuit avec des blagues ou des photos de nos boissons.
Quand elle a pris son téléphone pour m'envoyer une photo de sa boisson, elle s'est souvenue qu'elle ne pouvait plus le faire. Cela l'a submergée de tristesse. Après avoir bu un peu plus, ses amis ont invité des hommes, même si elle avait dit qu'elle ne voulait pas parler à personne. Un des gars a commencé à flirter avec elle, et ses amis créaient des situations pour les laisser seuls ensemble. Émilie a fini par en avoir assez. Elle m'a dit que ce type était ennuyeux et inintéressant, ce qui n'était pas dans son habitude de parler ainsi des gens. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'était son comportement. Je connais Émilie dans tous ses états, sobre, légèrement saoule, très saoule. D'habitude, quand elle est légèrement saoule, elle est joyeuse et rieuse, mais cette fois, elle était froide et distante. Elle ne me regardait même pas dans les yeux. C'était comme si elle était une personne différente. Elle est restée silencieuse, assise là sans rien dire. J'ai donc pris mon téléphone pour commander un taxi, mais après 15 minutes, l'application n'avait toujours pas trouvé de taxi disponible. J'ai donc décidé de la ramener chez elle moi-même. Elle n'a rien dit et est simplement montée dans la voiture. Sur le trajet, l'ambiance était toujours aussi étrange. Elle m'a demandé si elle pouvait choisir la musique, ce que j'ai accepté. Ensuite, elle m'a demandé si elle pouvait tenir ma main pendant qu'on conduisait, pour la dernière fois. Stupide que je suis, j'ai accepté. Elle est restée silencieuse, regardant par la fenêtre. J'ai essayé de détendre l'atmosphère en plaisantant sur le fait de la ramener chez ses amis pour qu'elle retrouve le gars qu'elle trouvait ennuyeux. Elle a simplement haussé les épaules et a dit qu'elle en avait fini avec les hommes, que tout ce qu'il faisait, c'était abuser de sa confiance et la manipuler. Je ne savais pas si cela m'était destiné, à Marc ou aux deux. Je lui ai demandé pourquoi elle disait cela, mais elle a simplement haussé les épaules à nouveau. Elle m'a également dit que Marc lui avait envoyé une lettre, lui demandant de partir avec lui dans un autre pays, mais qu'elle l'avait jeté. Nous avons conduit en silence. Quand nous sommes arrivés chez ses parents, elle a serré ma main, comme si elle ne voulait pas me laisser partir. Elle est sortie de la voiture sans dire un mot et est rentrée chez elle. En rentrant chez moi, j'ai trouvé son sous-vêtement dans ma salle de bain, placé près du panier à linge, là où des vêtements peuvent parfois tomber. Mon bon sens me disait qu'elle l'avait laissé exprès. Maintenant, elle a mes vêtements, et j'ai son sous-vêtement, ce qui pourrait créer une raison pour que nous nous voyions à nouveau. Je me suis senti perdu et un peu inquiet pour elle dans cet état. Je me demande même si elle était sous l'effet de drogue cette nuit-là, tellement elle était différente. J'hésite à en parler à Sarah, mais je ne veux pas la mettre dans une situation inconfortable. Je suis tellement naïf que j'ai débloqué Émilie sur tous les réseaux sociaux, pensant sincèrement qu'elle s'excuserait pour être venue chez moi saoule. L'ancienne Émilie l'aurait fait. J'ai aussi remarqué qu'elle avait beaucoup changé son compte Instagram, elle a enlevé sa bio, supprimé presque toutes ses photos, sauf 2 vieilles photos d'elle. Elle a aussi supprimé toutes les photos avec moi, sauf une de nous deux lors de vacances il y a 2 ans, que nous avions toutes deux déclaré comme le moment le plus agréable de notre vie. J'avais l'impression de faire de petits progrès, mais maintenant je ne peux plus arrêter de penser à elle. La vérité, c'est qu'elle me manque terriblement. Émilie est vraiment une personne unique en son genre. J'ai toujours su à quel point j'étais chanceux de l'avoir dans ma vie. Et même si je l'ai détestée ces dernières semaines, la voir l'autre jour et me souvenir de la manière dont elle pleurait chez ses parents. Cela m'a touché. Je détestais la voir dans cet état. Cela me faisait presque du bien de penser qu'elle souffrait à cause de ses décisions et qu'elle avait tout gâché avec Marc. Je pensais qu'elle méritait de souffrir pour m'avoir autant blessé. Mais maintenant, je ressens toujours un peu de ressentiment, mais je suis surtout inquiet pour elle. J'avoue que, quand elle a serré ma main dans la voiture, j'ai ressenti un petit frisson, comme des papillons dans le ventre en repensant à nos moments passés ensemble. Ensuite, je me suis inquiété. Je ne veux pas qu'elle s'autodétruise ou qu'elle se sente coupable pour le reste de sa vie. Nous sommes humains, nous faisons tous des erreurs. Je commence à croire que Marc a été abusif, ce qui me donne envie de porter plainte contre lui, non seulement pour ce qu'il m'a fait, mais aussi pour ce qu'il a fait à Émilie. Elle se sentait piégée à cause de ses menaces et craignait de tout perdre. Mais en même temps, je me rappelle qu'au moment où tout a éclaté, c'est lui qu'elle a choisi de consoler, pas moi. Je tourne en rond dans mes pensées, et je me demande si sa visite de vendredi n'était pas un peu manipulatrice. Elle est arrivée sous la pluie, trempée, a laissé son sous-vêtement, et a agi de manière tellement étrange. Mais parfois, je me dis que je ne devrais pas m'en préoccuper, que je devrais juste la laisser revenir dans ma vie, comme partenaire. Je me trouve donc dans une spirale de pensées confuses. Dois-je couper définitivement tout contact avec elle et essayer d'être fort? Dois-je la contacter à nouveau pour avoir une conversation honnête, tout mettre sur la table, et voir si nous pouvons aller de l'avant ensemble? Ou devrais-je simplement être l'homme, plus grand, et la rencontrer pour mettre fin aux choses d'une manière qui la soulagerait de sa culpabilité,
afin qu'elle ne passe pas le reste de sa vie à se détester? Comme vous pouvez le voir, cher Redditeur, je suis complètement perdu en ce moment, et j'espère, comme la dernière fois, que quelqu'un viendra avec un conseil qui me guidera dans la bonne direction.